Qu'en est-il des champs flégréens? La situation se calme-t-elle? Une éruption menace-t-elle encore? J'ai parlé à un expert et j'ai une interview exclusive pour toi. Reste absolument jusqu'à la fin, merci beaucoup et bienvenue. Oui, aujourd'hui nous parlons des champs soignés et j'ai fait appel à un expert absolu en la matière, à savoir le professeur Olivier Bachmann, professeur au département des sciences de la Terre et des planètes de l'ETH Zurich, c'est-à-dire l'École polytechnique fédérale. Je pense que je l'ai correctement présenté jusqu'à présent. Tu peux peut-être nous dire brièvement ce que tu fais au département des sciences de la Terre et des planètes et sur quoi tu fais de la recherche en général. Je suis professeur de volcanologie et de pétrologie magmatique à l'ETH et j'étudie les volcans, en particulier les supervolcans. J'enseigne aussi beaucoup et je suis très occupé ici avec tout ce qui concerne les volcans ou les roches magmatiques. Parfait pour notre sujet d'aujourd'hui. Et maintenant, tu as aussi mentionné le terme supervolcan. C'est la première question que j'aurais voulu poser car il y a toujours un grand débat à ce sujet. Quand un volcan est-il un supervolcan? On parle maintenant très souvent de supervolcan, on a l'impression. Tous les volcans sont devenus des supervolcans. Comment peut-on délimiter cela scientifiquement? Qu'est-ce qu'un supervolcan? Les supervolcans sont tout simplement des volcans qui déclenchent des éruptions super importantes. La quantité de matériaux éjectés par les volcans est très variable. Ces éruptions peuvent être très petites. Par exemple, Stromboli peut déclencher une petite éruption chaque jour. Mais parfois, nous voyons ici des éruptions super grandes ou des éruptions comme par exemple Tambora ou Toba, ces volcans en Indonésie au cours des derniers millénaires. Les supervolcans sont précisément les éruptions qui sont plus de 1000 km3 en volume de matière éjectée. C'est la limite scientifique entre les éruptions normales et les supervolcans. Au final, il est important que ces éruptions aient un impact global sur toute la planète. Si les éruptions sont locales, nous ne parlons certainement pas de supervolcans. Mais si les éruptions peuvent avoir une influence globale, alors il s'agit d'un supervolcan. Cela signifie que dans le cas des champs flégréens, on peut à juste titre parler de supervolcans. En effet, du point de vue du potentiel, une éruption des champs flégréens, dans le pire des cas, pourrait tout à fait avoir un impact mondial. Il y a 39 000 ans, nous avons eu la dernière éruption vraiment importante des champs flégréens. Cette éruption a eu un impact considérable. Il existe même une théorie selon laquelle elle aurait entraîné l'extinction de l'homme de Néandertal, entre autres. C'est la dernière grande éruption des champs flégréens. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'ignimbrite campanienne, il y a environ 39 000 ans. Ensuite, il y a environ 15 000 ans, les Napoléons. C'était relativement grand, et cela a aussi créé une caldeira. Mais elle était certainement un peu plus petite que les ignimbrites campaniennes. Cela a eu moins d'influence à travers le monde. Quels ont été les effets de l'éruption d'il y a 39 000 ans? On ne peut évidemment pas le dire avec précision. Mais penses-tu que cela ait contribué à l'extinction de l'homme de Néandertal? Oui, comme je l'ai dit, c'est difficile à dire. Mais il est certain que cette super éruption a des influences globales. Et elles peuvent certainement mettre les gens, la société ou, dans ce cas, les Néandertaliens sous pression. Et certainement réduire la quantité de Néandertaliens.
Oui, c'est bien pour nous. Bon, pour l'Homo sapiens. Mais bon, c'était vraiment une très grande épidémie dans le passé. Nous avons eu d'autres éruptions dans un passé plus récent. Je crois que c'est en 1538 que le Monte Nuovo s'est formé. Et j'étais encore à Pozzuoli il y a quelques mois. Et on peut voir ces petits cratères partout. Ils sont donc nés de petites éruptions. Et je pense que si nous devions voir une autre éruption à l'avenir, c'est-à-dire dans un avenir proche, ce serait probablement une petite éruption de ce genre. Peut-être qu'on commencerait par là. Le mot-clé de toute l'activité sismique là-bas est bradyséismos. Tu peux peut-être nous expliquer brièvement ce que signifie bradyséismos? Les bradiaseismos ou les phénomènes bradiaseismiques indiquent simplement que la pression dans le sol change à faible profondeur, probablement dans les 4 ou 6 derniers kilomètres sous la surface. C'est tout simplement le mouvement du sol. Ok, donc simplement le mouvement du sol. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'ai lu que le phénomène de la sismicité des sols avait été observé pour la première fois à cet endroit, au 19e siècle ou quelque chose comme ça. Pourquoi pouvons-nous le mesurer si bien à cet endroit? Pourquoi je ne peux pas? Je vis à Cologne. Pourquoi je ne vais pas dans l'Eiffel? Là-bas, je ne peux pas le mesurer aussi bien. Comment ça se fait? Exactement. Nous avons besoin de chambres magmatiques sûres. Le bradieseismos a certainement été mesuré depuis le début dans Campi Flegrei. C'est sûr, mais ça arrive aussi dans d'autres régions volcaniques. Mais les volcans sont tout simplement au sommet. De plus grands réservoirs magmatiques ou des systèmes de conduits ou de tuyaux qui s'étendent simplement de la source du magma, probablement dans le manteau terrestre, jusqu'à la surface. Et ces réservoirs de magma peuvent aussi se trouver à plusieurs endroits, à différentes profondeurs. Et cela conduit à un système complexe de tubes ou de magma dans la croûte. Nous pouvons voir ces chambres magmatiques relativement bien avec des méthodes géophysiques. Et ces colonnes de magma ou chambres magmatiques peuvent alors modifier la pression dans la croûte terrestre. Et cela entraîne alors des mouvements du sol. Et l'autre chose, c'est que le magma est très chaud. Et si le magma est relativement haut dans la croûte terrestre, il peut aussi influencer les systèmes hydrothermaux forts. Nous n'avons pas seulement du magma chaud et des chambres magmatiques dans les 6 ou 8 derniers kilomètres de profondeur, mais aussi des systèmes hydrothermaux, c'est-à-dire de l'eau chaude qui se déplace tout simplement. Et cela peut aussi créer des changements de pression et entraîner des déformations du sol. J'étais à Pozzuoli il y a quelques mois et tu y es probablement déjà allé plusieurs fois, je suppose, ce temple de Sirapide. Et j'ai appris que nous y avons rencontré un volcanologue de l'INGV. Et il a dit que le temple de Sirapide est pratiquement le plus ancien instrument de mesure sismique du monde, ou le plus ancien instrument de mesure du soulèvement du sol du monde, parce qu'on y voit le dépôt d'eau sur les colonnes, ce qui prouve justement ce soulèvement du sol. J'ai trouvé cela totalement fascinant que nous puissions comprendre, grâce à ce temple, comment le sol s'est soulevé à cet endroit au cours des derniers millénaires. C'est complètement fou. Oui, c'est intéressant. Cette place de marché de Pozzuoli a beaucoup bougé au cours des 2 dernières millénaires. Et nous voyons certainement ces colonnes avec ces trous de coquillages. Cela prouve que tout ce temple a été sous l'eau pendant de nombreuses années et que maintenant, il est remonté à la surface. Et nous avons encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas, des structures de l'époque romaine au large de la côte de Pozzuoli, au fond de la mer, ce qui nous permet de le voir aussi. Il y a eu des changements, et ça m'intéresse, tu viens de le dire, on surveille ça avec différentes méthodes. On peut aussi regarder sous la terre avec la technologie moderne. Comment fait-on exactement? Et pour la suite, comment surveille-t-on la zone des champs flégréens qui est sous l'eau?
parce que j'imagine que c'est particulièrement difficile. Oui, nous avons d'une part une méthode géophysique qui nous permet de voir les structures souterraines. Nous utilisons soit des ondes sismiques, soit des méthodes de magnétotellurique, qui mesurent alors l'électricité, la conductivité de l'électricité dans le sol. Nous pouvons mesurer cela. Nous utilisons aussi des satellites pour mesurer la déformation du sol. Et toutes ces techniques, ces méthodes peuvent alors nous permettre de voir les 10 premiers kilomètres ou parfois plus bas. La résolution est toujours relativement grossière, je dirais, mais cela nous permet certainement de mieux voir et d'observer ces chambres de magma, ces conduites brutes des volcans maintenant. Sous l'eau, nous avons besoin, je le sais moins, mais je pense maintenant qu'ils ont alors ces bateaux. Ils ont besoin de l'écholocation ou de la tomographie sonore pour mieux caractériser la surface de l'océan et de la mer. Mais ça, oui, je le sais un peu moins. Les volcanologues n'en ont généralement pas autant besoin. Maintenant, on pourrait penser qu'on aurait alors une image relativement bonne de la chambre magmatique des champs flégréens. Mais si je ne me trompe pas, nous ne savons pas exactement à quelle profondeur se trouve la chambre magmatique et quelle est sa taille. À quoi cela est-il dû? Comme je l'ai dit, cette tomographie sismique nous permet de voir et d'interpréter de manière relativement précise la géométrie de la chambre de magma. Nous savons qu'au moins, nous avons maintenant du magma à 6 ou 8 kilomètres de profondeur. Il est probable que nous ayons aussi une pénétration ou une intrusion à une profondeur inférieure, par exemple à 4 ou 5 kilomètres de profondeur. Nous avions aussi ces systèmes hydrothermaux tout autour, et cela rend aussi l'image un peu plus complexe. Mais nous pouvons maintenant voir en toute sécurité que nous avons du magma, relativement proche de la surface. Nous pouvons aussi le voir dans d'autres volcans. Yellowstone, par exemple, a aussi de super belles images des chambres de magma souterraines. La résolution de ces images s'améliore peu à peu. Mais cela prend beaucoup de temps, beaucoup d'expertise et aussi beaucoup d'argent. C'est toujours très cher d'utiliser ces méthodes. Oui, mais super important. Dans le cas des champs flégréens, en particulier, nous parlons d'une région qui est super densément peuplée avec la région métropolitaine de Naples, plusieurs millions de personnes qui y vivent. Quand j'étais à Pozzuoli, j'ai aussi parlé à quelques personnes et j'ai simplement demandé au kiosque de la gare comment ils se sentaient ici. Ils étaient tous très calmes, très détendus. Ils ont dit, eh bien, nous vivons ici avec le volcan. C'est comme ça a toujours été comme ça. Et la question est en fait de savoir quel est le danger maintenant. Je veux dire, beaucoup de gens pensent maintenant que nous sommes au bord d'une éruption apocalyptique. Ce n'est probablement pas le cas. Néanmoins, nous avons une sorte de crise bradyséismos. Cela signifie que le sol se soulève à nouveau correctement. Quelle est ton évaluation? À quoi cela se résume-t-il? Est-ce qu'il pourrait y avoir une petite explosion? Ou est-ce que, comme dans les années 80, je pense que ça va simplement se détendre à la fin? Oui, nous devons surveiller le volcan de très près. Mais il est certain que la probabilité la plus élevée est que nous n'aurons pas de grandes éruptions au cours des prochaines décennies. Une petite éruption est possible, mais probablement la plus grande probabilité est que nous puissions encore mesurer ce bradyséisme, mais sans éruption à la surface. C'est ce qui s'est passé dans les années 80. Je crois que de 1982 à 1984, le sol s'est soulevé d'1,8 mètre, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, les gens ont été évacués et tout. Heureusement, il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore à l'évacuation. D'après ce que j'ai entendu, le plan d'évacuation de la ville de Naples est aussi chaotique. Mais bon, espérons que cela ne sera pas nécessaire. Ceux qui sont déjà allés à Naples savent que tout y est chaotique.
Je viens de lire que quelques volcanologues ont décidé de forer les champs flégréens, ou plutôt la chambre magmatique, afin de relâcher la pression. Cela me fait penser à un mauvais film hollywoodien. Est-ce que c'est vraiment une idée réaliste, ou est-ce que c'est une connerie totale? Oui, nous avons maintenant des gens dans la communauté volcanologique qui commencent à en discuter. Et nous avons déjà foré quelques volcans au Japon et en Islande. En Grèce aussi, cela a été testé de manière approfondie au cours des 30 ou 40 dernières années. Mais c'est certainement encore relativement dangereux de forer ces chambres magmatiques ou ces zones magmatiques. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pression. Nous n'avons pas seulement des chambres magmatiques qui sont sous pression, mais aussi ces systèmes hydrothermaux qui sont sous pression. Et si nous voulons forer là, il est fort probable que nous puissions forer une petite poche de haute pression, ce qui entraînera des explosions, qui à leur tour provoqueront de petites éruptions. Et probablement aussi à ces éruptions très graves, ces fameuses éruptions phréatiques, qui proviennent de petites explosions des systèmes hydrothermaux. Et elles sont très difficiles à prévoir parce qu'elles n'ont pas ou très peu de signes avant-coureurs. Ainsi, cette activité phréatique, comme par exemple l'éruption de 2019 à White Island, en Nouvelle-Zélande, où les gens éteignent là et il n'y avait absolument aucun signe qu'une activité d'éruption phréatique pouvait se produire là-bas. Donc, si nous voulons forer ces chambres magmatiques ou ces systèmes magmatiques, c'est un danger certain. L'éruption en Nouvelle-Zélande était vraiment dramatique. J'ai vu un documentaire à ce sujet l'autre jour. Et dans un pays bien surveillé, en fait. OK, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dangers, probablement plus de dangers que de bénéfices. C'est probablement la même chose pour une sorte d'utilisation hydrothermale, non? J'ai entendu dire qu'il y avait des idées pour utiliser le Yellowstone, mais aussi les champs flégréens, pour produire de l'énergie. Cela impliquerait probablement de forer en direction de la chambre magmatique. Et cela créerait probablement de nouveaux risques, n'est-ce pas? Exactement. Oui, donc la Nouvelle-Zélande, l'Islande, l'Italie, ces pays veulent tous forer ces régions géothermiques et magmatiques. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils peuvent être très utiles pour produire de l'énergie renouvelable. Mais il est certain que nous devons forer relativement profondément dans cette région volcanique, jusqu'à 3, 4, 5 kilomètres de profondeur, pour atteindre ce sol à haute température. Et cela entraîne quelques dangers, bien sûr. Mais nous allons dans cette direction. C'est intéressant, mais certainement un peu dangereux. Y a-t-il des projets concrets? Alors, pas en Italie, je ne pense pas que cela existe, mais dans le monde entier, en Islande, cela se fait probablement déjà, que l'on utilise la géothermie. Y a-t-il d'autres projets dans le monde où l'on peut dire que c'est une utilisation réussie de la géothermie? Oui, je pense que le meilleur exemple est probablement la Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis, nous avons aussi cela, mais la Nouvelle-Zélande est un pionnier dans toute cette direction. Ils ont déjà utilisé des centrales géothermiques pendant 30-40 ans et maintenant, le gouvernement va probablement investir relativement beaucoup dans les prochaines décennies pour rendre cette énergie géothermique à haute température utilisable. Je pense que la Nouvelle-Zélande est un bon exemple. On se dit que l'Italie serait prédestinée à cela. Nous avons une multitude de volcans. Tout le monde connaît le Vésuve. Tout le monde connaît l'Etna. Nous avons les champs flégréens. Mais nous en avons bien plus. Tu viens d'évoquer le Stromboli. Nous avons Vulcano. Nous avons des volcans sous-marins comme le Marsili. Donc vraiment une multitude de volcans. Et pour autant que je sache, ils ne sont pas utilisés pour le moment. Peut-être à l'avenir, nous verrons. Cela m'amène à la question suivante. Tous ces volcans que nous avons en Italie
sont-ils reliés entre eux? La question se pose surtout pour le Vésuve et les champs phlégréens, s'il pourrait y avoir une chambre de magma commune. Genau, wahrscheinlich sind die zwei Vulkane, so Vesuv und Exactement. Il est probable que les deux volcans, le die sich, Vésuve et les champs phlégréens, ne soient pas totalement liés. Ils font partie de la même province magmatique, mais ne partagent apparemment pas le même système de conduit ou de réservoir. nicht das gleiche Leitungs- oder Reservoirsystem. Die produzieren sehr unterschiedlichen Magmen und Ils produisent des magmas très différents et l'activité d'une chambre magmatique n'a généralement pas beaucoup d'influence sur l'autre. es ist möglich, vielleicht dass starke lokale Erdbeben Il est oder possible que de Ausbrüche, forts tremblements de terre locaux ou des éruptions provoquent quelques changements dans les volcans voisins, mais ce n'est probablement pas un grand danger. eine große Gefahr. Vulcano oder Stromboli oder Avec Ätna Vulcano sind ou sie Stromboli sicher ou l'Etna, zu weit ils sont weg, certainement trop loin, trop zu weit éloignés entfernt, pour avoir des influences direkt, directes. Einflüsse zu haben. Die sind aber alle Mais ils sont tous générés par des processus tectoniques ou des subductions de la plaque africaine ou adriatique. Tout cela est dû à ces subductions dans la Méditerranée. Nous avons deux subductions dans la région méditerranéenne, l'une en Italie et l'autre en Grèce. Nous avons aussi beaucoup de volcans en Grèce, d'Athènes à Nisyros à l'est, près de la Turquie. Là-bas, il y a aussi beaucoup de volcans très actifs qui seraient bien pour l'énergie géothermique, mais ils ont aussi relativement peu de projets géothermiques là-bas. relativ wenig jetzt geothermale Projekten dort. Si on ne s'y connaît pas du tout, Batke, on penserait que les volcans se forment là où deux plaques se rencontrent. C'est-à-dire que nous avons la plaque eurasienne et la plaque africaine. Mais maintenant, nous voyons tous les volcans italiens bien plus au nord de cette frontière de plaques. Alors pourquoi se trouve-t-il là? Qu'est-ce qui se passe exactement avec ce processus de subduction? La limite de subduction est très irrégulière dans la Méditerranée. Nous avons ces formes très complexes qui vont vers l'est, le sud et le nord. Ce n'est tout simplement pas une ligne droite, mais une région complexe de zones de subduction. C'est pourquoi nous avons un arc. En anglais, on appelle ça le volcanic arc. Cela fait un tel arc, et il est relativement fréquent de voir cette structure en arc, une frontière irrégulière entre deux plaques. Oui, je comprends. Ok, cela signifie que nous ne devons pas avoir peur que si le Vésuve entre en éruption, ce qui ne serait déjà pas bon en soi, les champs phlégréens entrent également en éruption en même temps. Il n'y a pas de chambre magmatique commune. Le fait que nous sachions que lors de la destruction de Pompéi, les champs phlégréens n'ont pas bougé plaide en faveur de cette hypothèse. C'est ce que j'ai lu l'autre jour. Il y a des rapports de l'époque, parce que les Romains avaient une si bonne administration, que les réfugiés de Pompéi se sont déplacés à Pozzuoli et ont continué à vivre à Pozzuoli. Autrement dit, c'est comme ça que nous savons que les champs de Phlégréens ont traîné les pieds à l'époque. Donc, toujours, au moins. Le lien entre les deux volcans est faible et ils sont probablement totalement indépendants l'un de l'autre. Une question à ce sujet, parce que c'est très intéressant. Tu viens de dire qu'il est possible d'analyser la structure du magma, d'une part du Vésuve, d'autre part des champs phlégréens, et de constater que cette structure est différente. Qu'est-ce que tu analyses exactement et quelles sont les différences? Je sais que c'est probablement très complexe, alors simplement en général. Ces grandes éruptions volcaniques produisent de vastes dépôts volcaniques à la surface de la Terre, appelés rhyzinium ou tufts.
Ces dépôts peuvent ensuite être testés et analysés de différentes manières. Par exemple, nous pouvons utiliser des techniques géochimiques ou des données géochronologiques pour mesurer l'âge des dépôts. Nous pouvons aussi mesurer la structure, le minéral, la minéralologie. En tant que géochimiste, nous pouvons faire de la recherche géochimique, puis collecter et analyser beaucoup de matériel pour caractériser et explorer l'évolution du magma sur son chemin vers la surface. Entwicklung der Magma auf ihren Wegen an der Oberfläche zu charakterisieren und zu forschen. Spannend. Passionnant, d'accord. Je ne veux pas te faire perdre trop de temps. Nous allons parler pendant une demi-heure. Peut-être une dernière question. J'ai appris l'existence du volcan sous-marin de Marcilly l'autre jour. Je ne le connaissais pas du tout avant, bien qu'il soit énorme. Et si tu as un peu en tête les images de l'éruption du volcan Hunga Tonga il y a 2 ans, et que tu t'imagines maintenant que quelque chose comme ça se passe en Méditerranée, ce ne serait pas bon. Est-ce un danger réel que le Marcilly puisse entrer en éruption, qu'il puisse y avoir une telle éruption sous-marine en Méditerranée? Ja, sicher, das ist immer möglich. Wir haben relativ Oui, bien sûr, c'est toujours possible. Nous avons relativement beaucoup de ces volcans sous-marins, même en Méditerranée, et il est certainement possible qu'un de ces volcans puisse encore entrer en éruption. Ces volcans sous-marins sont généralement moins surveillés que les volcans à la surface de la Terre. Nous avons moins d'informations, de données sur ces volcans sous-marins et il est certainement plus difficile de prédire leur activité. Mais c'est certainement une possibilité que nous puissions assister à une telle éruption à l'avenir. Ok, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas en vacances en Sicile et qu'il y a une très grosse vague, c'est probablement le Marcilly qui est en éruption. Peut-être pour conclure, y a-t-il actuellement un projet de recherche très excitant sur lequel tu travailles ou que tu attends avec impatience? Quel est le prochain volcan à explorer? Peux-tu nous donner un aperçu passionnant? Oui, il y a tellement de ces supervolcans dans le monde, et cela fait que nous devons mieux comprendre ces supervolcans. J'ai maintenant 2 projets, l'un en Islande et l'autre au Japon, pour mieux comprendre ces supervolcans. 2 environnements tectoniques complètement différents. L'Islande se trouve dans une dorsale océanique moyenne. Le Japon, Kyushu, est sur la subduction. La comparaison entre les 2 environnements tectoniques est donc tout à fait intéressante. Nous voulons mieux comprendre comment cet environnement tectonique peut influencer l'activité magmatique et mieux comprendre le cycle de vie et les différentes phases de ces différents supervolcans. Cela me semble être un bon sujet de vidéo. Quand la recherche sur ce sujet sera publiée, fais-le savoir à nouveau. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, oui bien. Professeur Bachmann, je te remercie chaleureusement pour cet entretien, surtout parce que je sais que tu as peu de temps. Parce que je sais aussi, je voulais le dire au début, que ta langue maternelle n'est pas l'allemand. Mais on ne l'a pas du tout remarqué. Ton allemand est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Si tu as des questions à poser au professeur Bachmann, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Nous parlerons la prochaine fois qu'il y aura quelque chose de nouveau dans les champs phlegréens.